C'est parce que je me plaçais à un point de vue purement humain, extérieur à nous deux, et d'où mon amour jaloux s'évanouissait, que j'éprouvais pour Albertine cette pitié profonde, qui ne l'eût moins été si je ne l'avais pas aimée. Du reste, dans cette oscillation rythmée qui va de la déclaration à la brouille, le plus sûr moyen, le plus efficacement dangereux pour former, par mouvements opposés et successifs, un nœud qui ne se défasse pas et nous attache solidement à une personne, au sein du mouvement de retrait qui constitue l'un des deux éléments du rythme, à quoi bon distinguer encore les reflux de la pitié humaine, qui, opposés à l'amour, quoique ayant peut-être inconsciemment la même cause, produisent en tout cas les mêmes effets. En se rappelant plus tard le total de tout ce qu'on a fait pour une femme, on se rend compte souvent que les actes, inspirés par le désir de montrer qu'on aime, de se faire aimer, de gagner des faveurs, ne tiennent guère plus de place que ceux dus au besoin humain de réparer les torts envers l'être qu'on aime, par simple devoir moral, comme si on ne l'aimait pas. « Mais enfin, qu'est-ce que j'ai pu faire ?» me demanda Albertine. On frappa. C'était le lift. La tante d'Albertine, qui passait devant l'hôtel en voiture, s'était arrêtée à tout hasard pour voir si elle n'y était pas et la ramener. Albertine fit répondre qu'elle ne pouvait pas descendre, qu'on dînât sans l'attendre, qu'elle ne savait pas à quelle heure elle rentrerait. « Mais votre tante sera fâchée. »« Pensez-vous, elle comprendra très bien. » Ainsi donc, en ce moment du moins, tel qu'il n'en reviendrait peut-être pas, un entretien avec moi se trouvait, par suite des circonstances, être aux yeux d'Albertine une chose d'une importance si évidente qu'on dut le faire passer avant tout, et à laquelle, se reportant sans doute instinctivement à une jurisprudence familiale, énumérant telle conjoncture où, quand la carrière de M. Bontemps était en jeu, on n'avait pas regardé à un voyage, mon ami ne doutait pas que sa tante trouvât tout naturel de voir sacrifier l'heure du dîner. Cette heure lointaine qu'elle passait sans moi, chez les siens, Albertine, l'ayant fait glisser jusqu'à moi, me la donnait. J'en pouvais user à ma guise. Je finis par oser lui dire ce qu'on m'avait raconté de son genre de vie, et que, malgré le profond dégoût que m'inspiraient les femmes atteintes du même vice, je ne m'en étais pas soucié jusqu'à ce qu'on m'eût nommé sa complice, et qu'elle pouvait comprendre facilement, au point où j'aimais André, quelle douleur j'en avais ressenti. Il eût peut-être été plus habile de dire qu'on m'avait cité aussi d'autres femmes, mais qui m'étaient indifférentes. Mais la brusque et terrible révélation que m'avait faite Cottard était entrée en moi me déchirer telle qu'elle, tout entière, mais sans plus. Et de même qu'auparavant je n'aurais jamais eu de moi-même l'idée qu'Albertine aimait André, ou du moins put avoir des jeux caressants avec elle, si Cottard ne m'avait pas fait remarquer leur pose en valsant, de même je n'avais pas su passer de cette idée à celle, pour moi tellement différente, qu'Albertine put avoir avec d'autres femmes qu'André des relations dont l'affection n'eût même pas été l'excuse. Albertine, avant même de me jurer que ce n'était pas vrai, manifesta, comme toute personne à qui on vient d'apprendre qu'on a ainsi parlé d'elle, de la colère, du chagrin et, à l'endroit du calomniateur inconnu, la curiosité rageuse de savoir qui il était et le désir d'être confrontée avec lui pour pouvoir le confondre. Mais elle m'assura qu'à moi, du moins, elle n'en voulait pas. Si cela avait été vrai, je vous l'aurais avoué. Mais André et moi, nous avons aussi horreur l'une que l'autre de ces choses-là. Nous ne sommes pas arrivés à notre âge sans voir des femmes aux cheveux courts, qui ont des manières d'homme et le genre que vous dites, et rien ne nous révolte autant. Albertine ne me donnait que sa parole, une parole péremptoire et non appuyée de preuves. Mais c'est justement ce qui pouvait le mieux me calmer. La jalousie appartenant à cette famille de doutes maladifs que lève bien plus l'énergie d'une affirmation que sa vraisemblance. C'est d'ailleurs le propre de l'amour, de nous rendre à la fois plus défiants et plus crédules,
de nous faire soupçonner plus vite que nous n'aurions fait une autre celle que nous aimons, et d'ajouter foi plus aisément à ces dénégations. Il faut aimer pour prendre souci qu'il n'y ait pas que des honnêtes femmes, autant dire pour s'en aviser, et il faut aimer aussi pour souhaiter, c'est-à-dire pour s'assurer qu'il y en a. Il est humain de chercher la douleur et aussitôt à s'en délivrer. Les propositions qui sont capables d'y réussir nous semblent facilement vraies. On ne chicane pas beaucoup sur un calmant qui agit. Et puis, si multiple que soit l'être que nous aimons, il peut en tout cas nous présenter deux personnalités essentielles, selon qu'il nous apparaît comme nôtre ou comme tournant ses désirs ailleurs que vers nous. La première de ces personnalités possède la puissance particulière qui nous empêche de croire à la réalité de la seconde, le secret spécifique pour apaiser les souffrances que cette dernière a causées. L'être aimé est successivement le mal et le remède qui suspend et aggrave le mal. Sans doute, j'avais été depuis longtemps, par la puissance qu'exerçait sur mon imagination et ma faculté d'être ému, l'exemple de Swann, préparé à croire vrai ce que je craignais au lieu de ce que j'aurais souhaité. Aussi, la douceur apportée par les affirmations d'Albertine faillit-elle en être compromise un moment parce que je me rappelais l'histoire d'Odette. Mais je me dis que s'il était juste de faire sa part au pire, non seulement quand, pour comprendre les souffrances de Swann, j'avais essayé de me mettre à la place de celui-ci, mais maintenant qu'il s'agissait de moi-même, en cherchant la vérité comme s'il se fût agi d'un autre, il ne fallait cependant pas que, par cruauté pour moi-même, soldat qui choisit le poste non pas où il peut être le plus utile, mais où il est le plus exposé, j'aboutisse à l'erreur de tenir une supposition pour plus vraie que les autres à cause de cela seul qu'elle était la plus douloureuse. N'y avait-il pas un abîme entre Albertine, jeune fille d'assez bonne famille bourgeoise, et Odette, cocotte vendue par sa mère dès son enfance? La parole de l'une ne pouvait être mise en comparaison avec celle de l'autre. D'ailleurs, Albertine n'avait en rien à me mentir le même intérêt qu'Odette à Swann. Et encore à celui-ci, Odette avait avoué ce qu'Albertine venait de nier. J'aurais donc commis une faute de raisonnement aussi grave, quoique inverse, que celle qui m'eût incliné vers une hypothèse parce que celle-ci m'eût fait moins souffrir que les autres, en ne tenant pas compte de ces différences de fait dans les situations, et en reconstituant la vie réelle de mon amie uniquement d'après ce que j'avais appris de celle d'Odette. J'avais devant moi une nouvelle Albertine, déjà entrevue plusieurs fois, il est vrai, vers la fin de mon premier séjour à Balbec. Franche, bonne, une Albertine qui venait, par affection pour moi, de me pardonner mes soupçons et de tâcher à les dissiper. Elle me fit asseoir à côté d'elle sur mon lit. Je la remerciai de ce qu'elle m'avait dit. Je l'assurai que notre réconciliation était faite et que je ne serais plus jamais dur avec elle. Je dis à Albertine qu'elle devrait tout de même rentrer dîner. Elle me demanda si je n'étais pas bien comme cela. Et, attirant ma tête pour une caresse qu'elle ne m'avait encore jamais faite et que je devais peut-être à notre brouille finie, elle passa légèrement sa langue sur mes lèvres, qu'elle essayait d'entr'ouvrir. Pour commencer, je ne les desserrai pas. « Quel grand méchant vous faites !» me dit-elle. J'aurais dû partir ce soir-là sans jamais la revoir. Je pressentais dès lors que, dans l'amour non partagé, autant dire dans l'amour, car il est des êtres pour qui il n'est pas d'amour partagé, on peut goûter du bonheur seulement ce simulacre qui m'en était donné à un de ces moments uniques dans lesquels la bonté d'une femme, ou son caprice, ou son hasard, applique sur nos désirs, en une coïncidence parfaite, les mêmes paroles, les mêmes actions que si nous étions vraiment aimés. La sagesse eût été de considérer avec curiosité, de posséder avec délice cette petite parcelle de bonheur,
à défaut de laquelle je serais mort sans avoir soupçonné ce qu'il peut être pour des cœurs moins difficiles ou plus favorisés, de supposer qu'elle faisait partie d'un bonheur vaste et durable qui m'apparaissait en ce point seulement, et pour que le lendemain n'inflige pas un démenti à cette feinte, de ne pas chercher à demander une faveur de plus après celle qui n'avait été due qu'à l'artifice d'une minute d'exception. J'aurais dû quitter Balbec, m'enfermer dans la solitude, y rester en harmonie avec les dernières vibrations de la voix que j'avais su rendre un instant amoureuse, et de qui je n'aurais plus rien exigé que de ne pas s'adresser davantage à moi, de peur que, par une parole nouvelle, qui n'eût pu désormais être que différente, elle vînt blesser d'une dissonance le silence sensitif où, comme grâce à quelques pédales, aurait pu survivre longtemps en moi la tonalité du bonheur. Tranquillisé par mon explication avec Albertine, je recommençai à vivre davantage auprès de ma mère. Elle aimait à me parler doucement du temps où ma grand-mère était plus jeune. Craignant que je ne me fisse des reproches sur les tristesses dont j'avais pu assombrir la fin de cette vie, elle revenait volontiers aux années où mes premières études avaient causé à ma grand-mère des satisfactions que jusqu'ici on m'avait toujours cachées. Nous reparlions de Combray. Ma mère me dit que là-bas, du moins, je lisais, et qu'à Balbec je devrais bien faire de même si je ne travaillais pas. Je répondis que, pour m'entourer justement des souvenirs de Combray et des jolies assiettes peintes, j'aimerais relire les 1001 nuits. Comme jadis à Combray, quand elle me donnait des livres pour ma fête, c'est en cachette pour me faire une surprise que ma mère me fit venir à la fois les 1001 nuits de Galland et les 1001 nuits de Mardrus. Mais, après avoir jeté un coup d'œil sur les deux traductions, ma mère aurait bien voulu que je m'en tinsse à celle de Galland, tout en craignant de m'influencer, à cause du respect qu'elle avait de la liberté intellectuelle, de la peur d'intervenir maladroitement dans la vie de ma pensée, et du sentiment qu'étant une femme, d'une part elle manquait, croyait-elle, de la compétence littéraire qu'il fallait, d'autre part qu'elle ne devait pas juger, d'après ce qui la choquait, les lectures d'un jeune homme. En tombant sur certains contes, elle avait été révoltée par l'immoralité du sujet et la crudité de l'expression. Mais surtout, conservant précieusement comme des reliques, non pas seulement la broche, l'entoucas, le manteau, le volume de Madame de Sévigné, mais aussi les habitudes de pensée et de langage de sa mère, cherchant en toute occasion qu'à l'opinion celle-ci eût émise, ma mère ne pouvait douter de la condamnation que ma grand-mère eût prononcée contre le livre de Mardrus. Elle se rappelait qu'à Combray, tandis qu'avant de partir marcher du côté de Méséglise, je lisais Augustin Thierry, ma grand-mère, contente de mes lectures, de mes promenades, s'indignait pourtant de voir celui dont le nom restait attaché à cet hémistiche, puis règne mérové, appelé Mérovig, refusait de dire carolingien pour les carlovingiens, auxquels elle restait fidèle. Enfin, je lui avais raconté ce que ma grand-mère avait pensé des noms grecs que Bloch, d'après le comte de Lille, donnait aux dieux d'Homère, allant même, pour les choses les plus simples, à se faire un devoir religieux, en lequel il croyait que consistait le talent littéraire, d'adopter une orthographe grecque, ayant, par exemple, à dire dans une lettre que le vin qu'on buvait chez lui était un vrai nectar, il écrivait un vrai nectar avec un K, ce qui lui permettait de ricaner au nom de Lamartine. Or, si une Odyssée d'où étaient absents les noms d'Ulysse et de Minerve n'était plus pour elle l'Odyssée, qu'aurait-elle dit en voyant déjà déformé sur la couverture le titre de ses 1001 nuits, en ne retrouvant plus, exactement transcrits comme elle avait été de tout temps habituée à les dire, les noms immortellement familiers de Scheherazade, de Dinarzade, ou, débaptisés eux-mêmes, si l'on ose employer le mot pour des contes musulmans, le charmant calife et les puissants génies se reconnaissaient à peine, étant appelés l'un le califat, les autres les génisses.
Pourtant ma mère me remit les 2 ouvrages, et je lui dis que je les lirais les jours où je serais trop fatiguée pour me promener. Ces jours-là n'étaient pas très fréquents d'ailleurs. Nous allions goûter comme autrefois, en bande, Albertine, ses amis et moi, sur la falaise ou à la ferme Marie-Antoinette. Mais il y avait des fois où Albertine me donnait ce grand plaisir. Elle me disait « Aujourd'hui, je vais être un peu seule avec vous. Ce sera plus gentil de se voir tous les deux. » Alors elle disait qu'elle avait affaire, que d'ailleurs elle n'avait pas de compte à rendre, et pour que les autres, si elles allaient tout de même sans nous se promener et goûter, ne puissent pas nous retrouver, nous allions, comme 2 amants, tout seuls à Bagatelle ou à la Croix-de-Lan, pendant que la bande, qui n'aurait jamais eu l'idée de nous chercher là et n'y allait jamais, restait indéfiniment dans l'espoir de nous voir arriver à Marie-Antoinette. Je me rappelle les temps chauds qu'il faisait alors, où du front des garçons de ferme travaillant au soleil, une goutte de sueur tombait, verticale, régulière, intermittente, comme la goutte d'eau d'un réservoir, et alternait avec la chute du fruit mûr qui se détachait de l'arbre dans les clos voisins. Ils sont restés, aujourd'hui encore, avec ce mystère d'une femme cachée, la part la plus consistante de tout amour qui se présente pour moi. Une femme dont on me parle et à laquelle je ne songerai pas un instant, je dérange tous les rendez-vous de ma semaine pour la connaître, si c'est une semaine où il fait un de ces temps-là, et si je dois la voir dans quelque ferme isolée. J'ai beau savoir que ce genre de temps et de rendez-vous n'est pas d'elle, c'est l'appât pourtant bien connu de moi, auquel je me laisse prendre et qui suffit pour m'accrocher. Je sais que cette femme, par un temps froid dans une ville, j'aurais pu la désirer, mais sans accompagnement de sentiments romanesques, sans devenir amoureux. L'amour n'en est pas moins fort une fois que, grâce à des circonstances, il m'a enchaîné. Il est seulement plus mélancolique, comme le deviennent dans la vie nos sentiments pour des personnes, au fur et à mesure que nous nous apercevons davantage de la part de plus en plus petite qu'elles y tiennent, et que l'amour nouveau que nous souhaiterions si durable, abrégé en même temps que notre vie même, sera le dernier. Il y avait encore peu de monde à Balbec, peu de jeunes filles. Quelquefois j'en voyais telle ou telle arrêtée sur la plage, sans agrément, et que pourtant bien des coïncidences semblaient certifier être la même que j'avais été désespérée de ne pouvoir approcher au moment où elle sortait avec ses amis du manège ou de l'école de gymnastique. Si c'était la même, et je me gardais d'en parler à Albertine, la jeune fille que j'avais crue enivrante n'existait pas. Mais je ne pouvais arriver à une certitude, car le visage de ces jeunes filles n'occupait pas sur la plage une grandeur, n'offrait pas une forme permanente, contracté, dilaté, transformé qu'il était par ma propre attente, l'inquiétude de mon désir, ou un bien-être qui se suffit à lui-même, les toilettes différentes qu'elles portaient, la rapidité de leur marche ou de leur immobilité. De tout près, pourtant, 2 ou 3 me semblaient adorables. Chaque fois que je voyais une de celles-là, j'avais envie de l'emmener dans l'avenue des Tamaris, ou dans les dunes, mieux encore, sur la falaise. Mais bien que dans le désir, par comparaison avec l'indifférence, il entre déjà cette audace qui est un commencement, même unilatéral, de réalisation, tout de même entre mon désir et l'action que serait ma demande de l'embrasser, il y avait tout le blanc indéfini de l'hésitation, de la timidité. Alors, j'entrais chez le pâtissier limonadier, je buvais l'un après l'autre 7 à 8 verres de Porto. Aussitôt, au lieu de l'intervalle impossible à combler entre mon désir et l'action, l'effet de l'alcool traçait une ligne qui les conjoignait tous deux. Plus de place pour l'hésitation ou la crainte. Il me semblait que la jeune fille allait voler jusqu'à moi. J'allais jusqu'à elle, de même sortait de mes lèvres « J'aimerais me promener avec vous. Vous ne voulez pas qu'on aille sur la falaise? On n'y est dérangé par personne.
derrière le petit bois qui protège du vent la maison démontable actuellement inhabitée. Toutes les difficultés de la vie étaient aplanies. Il n'y avait plus d'obstacle à l'enlacement de nos deux corps. Plus d'obstacle pour moi, du moins, car il n'avait pas été volatilisé pour elle qui n'avait pas bu de Porto. L'eût-elle fait, et l'univers eût-il perdu quelque réalité à ses yeux, le rêve longtemps chéri, qui lui aurait alors paru soudain réalisable, n'eût peut-être pas été du tout de tomber dans mes bras. Non seulement les jeunes filles étaient peu nombreuses, mais en cette saison, qui n'était pas encore la saison, elles restaient peu. Je me souviens d'une, au teint roux de Colaus, aux yeux verts, aux deux joues rousses et dont la figure double et légère ressemblait aux graines ailées de certains arbres. Je ne sais quelle brise l'amena à Balbec et quelle autre la remporta. Ce fut si brusquement que j'en eus pendant plusieurs jours un chagrin que j'osais avouer à Albertine quand je compris qu'elle était partie pour toujours. Il faut dire que plusieurs étaient ou des jeunes filles que je ne connaissais pas du tout ou que je n'avais pas vues depuis des années. Souvent, avant de les rencontrer, je leur écrivais. Si leur réponse me faisait croire à un amour possible, oh, quelle joie! On ne peut pas, au début d'une amitié pour une femme, et même s'il ne doit pas se réaliser par la suite, se séparer de ces premières lettres reçues. On les veut avoir tout le temps auprès de soi, comme de belles fleurs reçues, encore toutes fraîches, et qu'on ne s'interrompt de regarder que pour les respirer de plus près. La phrase qu'on sait par cœur est agréable à relire, et dans celle moins littéralement apprise, on veut vérifier le degré de tendresse d'une expression. A-t-elle écrit « Votre chère lettre » ? Petite déception dans la douceur qu'on respire et qui doit être attribuée soit à ce qu'on a lu trop vite, soit à l'écriture illisible de la correspondante. Elle n'a pas mis « et votre chère lettre », mais « en voyant cette lettre ». Mais le reste est si tendre. Oh, que de pareilles fleurs viennent demain. Puis cela ne suffit plus. Il faudrait aux mots écrits confronter les regards, la voix. On prend rendez-vous et, sans qu'elle ait changé peut-être, là où on croyait, sur la description faite où le souvenir personnel rencontrait la fée Viviane, on trouve le chat Beauté. On lui donne rendez-vous pour le lendemain quand même, car c'est tout de même elle, et ce qu'on désirait, c'est elle. Or, ces désirs pour une femme dont on a rêvé ne rendent pas absolument nécessaire la beauté de tels traits précis. Ces désirs sont seulement le désir de tel être, vagues comme des parfums, comme le styrax était le désir de Protiraya, le safran le désir éthéré, les aromates le désir d'Héra, la myrrhe le parfum des mages, la manne le désir de Niké, l'encens le parfum de la mer. Mais ces parfums que chantent les hymnes orphiques sont bien moins nombreux que les divinités qu'ils chérissent. La myrrhe est le parfum des mages, mais aussi de Protogonos, de Neptune, de Nérée, de Leto. L'encens est le parfum de la mer, mais aussi de la belle Diké, de Thémis, de Circé, des 9 muses, d'Éos, de Mnémosyne, du jour, de Dikaiosune. Pour le styrax, la manne et les aromates, on n'en finirait pas de dire les divinités qui les inspirent, tant elles sont nombreuses. Amphiétès a tous les parfums excepté l'encens, et Gaïa rejette uniquement les fèves et les aromates. Ainsi en était-il de ces désirs de jeune fille que j'avais. Moins nombreux qu'elles n'étaient, ils se changeaient en des déceptions et des tristesses assez semblables les unes aux autres. Je n'ai jamais voulu de la myrrhe. Je l'ai réservée pour Jupien et pour la princesse de Guermantes, car elle est le désir de Protogonos aux 2 sexes, ayant le mugissement du taureau, aux nombreuses orgies, mémorables, inénarrables, descendant, joyeux, vers les sacrifices des orgiophantes. Mais bientôt la saison battit son plein.
C'était tous les jours une arrivée nouvelle, et à la fréquence subitement croissante de mes promenades, remplaçant la lecture charmante des 1001 nuits, il y avait une cause dépourvue de plaisir et qui les empoisonnait tous. La plage était maintenant peuplée de jeunes filles, et l'idée que m'avait suggérée Cottard, m'ayant non pas fourni de nouveaux soupçons, mais rendu sensible et fragile de ce côté, et prudent à ne pas en laisser se former en moi, dès qu'une jeune femme arrivait à Balbec, je me sentais mal à l'aise. Je proposai à Albertine les excursions les plus éloignées, afin qu'elle ne pût faire la connaissance, et même, si c'était possible, pût ne pas recevoir la nouvelle venue. Je redoutais naturellement davantage encore celle dont on remarquait le mauvais genre, ou connaissait la mauvaise réputation. Je tâchais de persuader à nouveau mon ami que cette mauvaise réputation n'était fondée sur rien, était calomnieuse, peut-être sans me l'avouer, par une peur encore inconsciente qu'elle cherchât à se lier avec la dépravée, ou qu'elle regrettât de ne pouvoir la chercher à cause de moi, ou qu'elle crût, par le nombre des exemples, qu'un vice si répandu n'est pas condamnable. En le niant de chaque coupable, je ne tendais pas à moins qu'à prétendre que le saphisme n'existe pas. Albertine adoptait mon incrédulité pour le vice de tel et tel. Non, je crois que c'est seulement un genre qu'elle cherche à se donner, c'est pour faire du genre. Mais alors je regrettais presque d'avoir plaidé l'innocence, car il me déplaisait qu'Albertine, si sévère autrefois, pût croire que ce genre fût quelque chose d'assez flatteur, d'assez avantageux pour qu'une femme exempte de ses goûts eût cherché à s'en donner l'apparence. J'aurais voulu qu'aucune femme ne vînt plus à Balbec. Je tremblais en pensant que, comme c'était à peu près l'époque où madame Putbus devait arriver chez les Verdurin, sa femme de chambre, dont Saint-Loup ne m'avait pas caché les préférences, pourrait venir excursionner jusqu'à la plage, et, si c'était un jour où je n'étais pas auprès d'Albertine, essayer de la corrompre. J'arrivais à me demander, comme Cottard ne m'avait pas caché que les Verdurin tenaient beaucoup à moi, et, tout en ne voulant pas avoir l'air, comme il disait, de me courir après, aurait donné beaucoup pour que j'allasse chez eux, si je ne pourrais pas, moyennant les promesses de leur amener à Paris tous les guermantes du monde, obtenir de madame Verdurin que, sous un prétexte quelconque, elle prévint madame Putbus qu'il lui était impossible de la garder chez elle et la fit repartir au plus vite. Malgré ces pensées, et comme c'était surtout la présence d'André qui m'inquiétait, l'apaisement que m'avaient procuré les paroles d'Albertine persistait encore un peu. Je savais d'ailleurs que bientôt j'aurais moins besoin de lui, André devant partir avec Rosemonde et Gisèle presque au moment où tout le monde arrivait, et n'ayant plus à rester auprès d'Albertine que quelques semaines. Pendant celle-ci, d'ailleurs, Albertine sembla combiner tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, en vue de détruire mes soupçons, s'il m'en restait, ou de les empêcher de renaître. Elle s'arrangeait à ne jamais rester seule avec André, et insistait, quand nous rentrions, pour que je l'accompagnasse jusqu'à sa porte, pour que je vinsse l'y chercher quand nous devions sortir. André, cependant, prenait de son côté une peine égale, semblait éviter de voir Albertine. Et cette apparente entente entre elles n'était pas le seul indice qu'Albertine avait dû mettre son amie au courant de notre entretien et lui demander d'avoir la gentillesse de calmer mes absurdes soupçons. Vers cette époque se produisit au Grand Hôtel de Balbec un scandale qui ne fut pas pour changer la pente de mes tourments. La sœur de Bloch avait depuis quelque temps, avec une ancienne actrice, des relations secrètes qui bientôt ne leur suffirent plus. Être vue leur semblait ajouter de la perversité à leur plaisir. Elle voulait faire baigner leur dangereux ébat dans les regards de tous. Cela commença par des caresses, qu'on pouvait en somme attribuer à une intimité amicale, dans le salon de jeu, autour de la table de baccarat. Puis elles s'enhardirent, et enfin, un soir, dans un coin pas même obscur de la grande salle de danse, sur un canapé, elles ne se gênèrent pas plus que si elles avaient été dans leur lit.
2 officiers, qui étaient non loin de là avec leurs femmes, se plaignirent au directeur. On crut un moment que leur protestation aurait quelque efficacité. Mais ils avaient contre eux que, venus pour un soir de Nettelhomme, où ils habitaient à Balbec, ils ne pouvaient en rien être utiles au directeur. Tandis que, même à son insu, et quelque observation que lui fit le directeur, planait sur mademoiselle Bloch la protection de monsieur Nissim Bernard. Il faut dire pourquoi. Monsieur Nissim Bernard pratiquait au plus haut point les vertus de famille. Tous les ans, il louait à Balbec une magnifique villa pour son neveu, et aucune invitation n'aurait pu le détourner de rentrer dîner dans son chez-lui qui était en réalité leur chez eux. Mais jamais il ne déjeunait chez lui. Tous les jours, il était à midi au Grand Hôtel. C'est qu'il entretenait, comme d'autres, un rat d'opéra, un commis, assez pareil à ces chasseurs dont nous avons parlé, et qui nous faisait penser aux jeunes Israélites d'Esther et d'Athalie. À vrai dire, les 40 années qui séparaient M. Nissim Bernard du jeune commis auraient dû préserver celui-ci d'un contact peu aimable. Mais, comme le dit Racine avec tant de sagesse dans les mêmes cœurs, « Mon Dieu, qu'une vertu naissante parmi tant de périls marche à pas incertains. Qu'une âme qui te cherche et veut être innocente trouve d'obstacles à ses desseins. » Le jeune commis avait eu beau être loin du monde élevé, dans le temple palace de Balbec, il n'avait pas suivi le conseil de Joad. Sur la richesse de l'or, sur la richesse et l'or ne mets point ton appui. Il s'était peut-être fait une raison en disant « Les pécheurs couvrent la terre ». Quoi qu'il en fût, et bien que M. Nissim Bernard n'espérât pas un délai aussi court, dès le premier jour, et soit frayeur encore ou pour le caresser, de ses bras innocents il se sentit pressé. Et dès le 2e jour, M. Nissim Bernard, promenant le commis, l'abord contagieux altérait son innocence. Dès lors, la vie du jeune enfant avait changé. Il avait beau porter le pain et le sel, comme son chef de rang le lui commandait, tout son visage chantait « De fleur en fleur, de plaisir en plaisir, promenons nos désirs. De nos ans passagers, le nombre est incertain, hâtons-nous aujourd'hui de jouir de la vie. L'honneur et les emplois sont le prix d'une aveugle et basse obéissance. Pour la triste innocence, qui voudrait élever la voix ?» Depuis ce jour-là, M. Nissim Bernard n'avait jamais manqué de venir occuper sa place au déjeuner, comme l'eût fait à l'orchestre quelqu'un qui entretient une figurante, celle-là d'un genre fortement caractérisé et qui attend encore son degas. C'était le plaisir de M. Nissim Bernard de suivre dans la salle à manger et jusque dans les perspectives lointaines où, sous son palmier, trônait la caissière, les évolutions de l'adolescent empressé au service de tous, et moins de M. Nissim Bernard depuis que celui-ci l'entretenait. Soit que le jeune enfant de cœur ne crut pas nécessaire de témoigner la même amabilité à quelqu'un de qui il se croyait suffisamment aimé, soit que cet amour l'irrita, ou qu'il craignit que, découvert, il lui fît manquer d'autres occasions. Mais cette froideur même plaisait à M. Nissim Bernard, par tout ce qu'elle dissimulait. Que ce fût par atavisme hébraïque ou par profanation du sentiment chrétien, il se plaisait singulièrement, qu'elle fût juive ou catholique, à la cérémonie racinienne. Si elle eût été une véritable représentation d'Esther ou d'Athalie, M. Bernard eût regretté que la différence des siècles ne lui eût pas permis de connaître l'auteur, Jean Racine, afin d'obtenir pour son protégé un rôle plus considérable. Mais la cérémonie du déjeuner n'émanant d'aucun écrivain, il se contentait d'être en bons termes avec le directeur et avec Aimé pour que le jeune Israélite fut promu aux fonctions souhaitées, ou de demi-chef, ou même de chef de rang. Celle du sommelier lui avait été offerte,
Mais M. Bernard l'obligea à les refuser, car il n'aurait plus pu venir chaque jour le voir courir dans la salle à manger verte et se faire servir par lui comme un étranger. Or, ce plaisir était si fort que tous les ans, M. Bernard revenait à Balbec et y prenait son déjeuner hors de chez lui. Habitude où M. Bloch voyait, dans la première, un goût poétique pour la belle lumière, les couchers de soleil de cette côte préférée à toute autre, dans la seconde, une manie invétérée de vieux célibataire. À vrai dire, cette erreur des parents de M. Nissim Bernard, lesquels ne soupçonnaient pas la vraie raison de son retour annuel à Balbec et ce que la pédante Madame Bloch appelait ses découchages en cuisine, cette erreur était une vérité plus profonde et du second degré. Car M. Nissim Bernard ignorait lui-même ce qu'il pouvait entrer d'amour de la plage de Balbec, de la vue qu'on avait, du restaurant sur la mer et d'habitudes maniaques, dans le goût qu'il avait d'entretenir, comme un rat d'opéra d'une autre sorte, à laquelle il manque encore un Degas, l'un de ses servants qui était encore des filles. Aussi M. Nissim Bernard entretenait-il avec le directeur de ce théâtre qu'était l'hôtel de Balbec et avec le metteur en scène et régisseur Aimé, desquels le rôle en toute cette affaire n'était pas des plus limpides, d'excellentes relations. On intriguerait un jour pour obtenir un grand rôle, peut-être une place de maître d'hôtel. En attendant, le plaisir de M. Nissim Bernard, si poétique et calmement contemplatif qu'il fût, avait un peu le caractère de ces hommes à femmes qui savent toujours, Swann jadis par exemple, qu'en allant dans le monde, ils vont retrouver leur maîtresse. À peine M. Nissim Bernard serait-il assis, qu'il verrait l'objet de ses vœux s'avancer sur la scène portant à la main des fruits ou des cigares sur un plateau. Aussi, tous les matins, après avoir embrassé sa nièce, s'être inquiété des travaux de mon ami Bloch et donné à manger à ses chevaux des morceaux de sucre posés dans sa paume tendue, avait-il une hâte fébrile d'arriver pour le déjeuner au grand hôtel. Il y eut le feu chez lui, sa nièce eut eu une attaque, qu'il fût sans doute parti tout de même. Aussi craignait-il comme la peste un rhume pour lequel il eût gardé le lit, car il était hypocondriaque, et qui eut nécessité qu'il fit demander à Aimé de lui envoyer chez lui avant l'heure du goûter son jeune ami. Il aimait d'ailleurs tout le labyrinthe de couloirs, de cabinets secrets, de salons, de vestiaires, de garde-manger, de galeries qu'était l'hôtel de Balbec. Par atavisme d'oriental, il aimait les sérails, et quand il sortait, le soir, on le voyait en explorer furtivement les détours. Tandis que, se risquant jusqu'au sous-sol et cherchant malgré tout à ne pas être vu et à éviter le scandale, M. Nissim Bernard, dans sa recherche des jeunes lévites, faisait penser à ces vers de la Juive. « Ô Dieu de nos pères, parmi nous descends, cache nos mystères à l'œil des méchants. » Je montais au contraire dans la chambre de deux sœurs qui avaient accompagné à Balbec, comme femme de chambre, une vieille dame étrangère. C'était ce que le langage des hôtels appelait deux courrières, et celui de Françoise, laquelle s'imaginait qu'un courrier ou une courrière sont là pour faire des courses, deux coursières. Les hôtels, eux, en sont restés plus noblement au temps où l'on chantait « c'est un courrier de cabinet ». Malgré la difficulté qu'il y avait pour un client à aller dans des chambres de courrières, et réciproquement, je m'étais très vite lié d'une amitié très vive, quoique très pure, avec ces deux jeunes personnes, mademoiselle Marie Gineste et madame Céleste Albaret. Nées au pied des hautes montagnes du centre de la France, au bord de ruisseaux et de torrents, l'eau passait même sous leur maison de famille, où tournait un moulin et qui avait été dévasté plusieurs fois par l'inondation. Elles semblaient en avoir gardé la nature. Marie-Ginette était plus régulièrement rapide et saccadée, Céleste Albaret plus molle et languissante, étalée comme un lac, mais avec de terribles retours de bouillonnement où sa fureur rappelait le danger des crues et des tourbillons liquides qui entraînent tout, saccagent tout. Elle venait souvent, le matin, me voir quand j'étais encore couché.
Je n'ai jamais connu de personne aussi volontairement ignorante, qui n'avait absolument rien appris à l'école, et dont le langage eut pourtant quelque chose de si littéraire que, sans le naturel presque sauvage de leur ton, on aurait cru leurs paroles affectées. Avec une familiarité que je ne retouche pas, malgré les éloges, qui ne sont pas ici pour me louer, mais pour louer le génie étrange de Céleste, et les critiques, également fausses mais très sincères, que ses propos semblent comporter à mon égard, tandis que je trempais des croissants dans mon lait, Céleste me disait « Ô petit diable noir aux cheveux de jais, ô profonde malice, je ne sais pas à quoi penser votre mère quand elle vous a fait, car vous avez tout d'un oiseau. Regarde, Marie, est-ce qu'on ne dirait pas qu'il se lisse ses plumes et tourne son cou avec une souplesse? Il a l'air tout léger, on dirait qu'il est en train d'apprendre à voler. Ah, vous avez de la chance que ceux qui vous ont créé vous aient fait naître dans le rang des riches. Qu'est-ce que vous seriez devenu, gaspilleur comme vous êtes? Voilà qu'il jette son croissant parce qu'il a touché le lit. Allons bon, voilà qu'il répand son lait. Attendez que je vous mette une serviette, car vous ne sauriez pas vous y prendre. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si bête et de si maladroit que vous. » On entendait alors le bruit plus régulier de torrents de Marie Gineste qui, furieuse, faisait des réprimandes à sa sœur. « Allons, Céleste, veux-tu te taire? Es-tu pas folle de parler à monsieur comme cela ?» Céleste n'en faisait que sourire. Et comme je détestais qu'on m'attachât une serviette, « Mais non, Marie, regarde-le, bing, voilà qu'il s'est dressé tout droit comme un serpent. Un vrai serpent, je te dis. » Elle prodiguait du reste les comparaisons zoologiques, car, selon elle, on ne savait pas quand je dormais. Je voltigeais toute la nuit comme un papillon, et le jour j'étais aussi rapide que ces écureuils. Tu sais, Marie, comme on voit chez nous, si agiles que même avec les yeux on ne peut pas les suivre. Mais Céleste, tu sais qu'il n'aime pas avoir une serviette quand il mange. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ça, c'est pour bien dire qu'on ne peut pas lui changer sa volonté. C'est un seigneur, et il veut montrer qu'il est un seigneur. On changera les draps 10 fois s'il le faut, mais il n'aura pas cédé. Ceux d'hier avaient fait leurs courses, mais aujourd'hui, ils viennent seulement d'être mis, et déjà, il faudrait les changer. Ah, j'avais raison de dire qu'il n'était pas fait pour naître parmi les pauvres. Regarde, ses cheveux se hérissent, il se boursoufle par la colère, comme les plumes des oiseaux. Pauvre Ploumissou! Ici, ce n'était pas seulement Marie qui protestait, mais moi, car je ne me sentais pas seigneur du tout. Mais Céleste ne croyait jamais à la sincérité de ma modestie, et, me coupant la parole, « Ah, sac à ficelle! Ah, douceur! Ah, perfidie! Rusée entre les rusés! Rosse des rosses! Ah, Molière !» C'était le seul nom d'écrivain qu'elle connut, mais elle me l'appliquait, entendant par là quelqu'un qui serait capable à la fois de composer des pièces et de les jouer. « Céleste !» criait impérieusement Marie, qui, ignorant le nom de Molière, craignait que ce ne fût une injure nouvelle. Céleste se remettait à sourire. « Tu n'as donc pas vu dans son tiroir sa photographie quand il était enfant ? Il avait voulu nous faire croire qu'on l'habillait toujours très simplement. Et là, avec sa petite canne, il n'est que fourrure et dentelle, comme jamais prince n'a eu. Mais ce n'est rien à côté de son immense majesté et de sa bonté encore plus profonde. » Alors, grondait le torrent Marie, voilà que tu fouilles dans ces tiroirs maintenant. Pour apaiser les craintes de Marie, je lui demandai ce qu'elle pensait de ce que monsieur Nissim Bernard faisait. Ah, monsieur, c'est des choses que je n'aurais pas pu croire que ça existait. Il a fallu venir ici. Et damant pour une fois le pion à Céleste par une parole plus profonde, ah, voyez-vous, monsieur, on ne peut jamais savoir ce qu'il peut y avoir dans une vie. Pour changer le sujet, je lui parlais de celle de mon père, qui travaillait nuit et jour. Ah, monsieur, ce sont des vies dont on ne garde rien pour soi, pas une minute, pas un plaisir. Tout, entièrement tout, est un sacrifice pour les autres. Ce sont des vies données. Regarde, Céleste, rien que pour poser sa main sur la couverture et prendre son croissant, quelle distinction! Il peut faire les choses les plus insignifiantes, on dirait que toute la noblesse de France, jusqu'aux Pyrénées, se déplace dans chacun de ses mouvements. Anéanti par ce portrait si peu véridique, je me taisais. Céleste voyait là une ruse nouvelle.
Un front qui a l'air si pur et qui cache tant de choses, joues amies et fraîches comme l'intérieur d'une amande, petites mains de satin tout pelucheux, ongles comme des griffes, etc. Tiens, Marie, regarde-le boire son lait avec un recueillement qui me donne envie de faire ma prière. Oh, quel air sérieux! On devrait bien tirer son portrait en ce moment. Il a tous des enfants. Est-ce de boire du lait comme eux qui vous a conservé leur teint clair? Ah, jeunesse, ah, jolie peau, vous ne vieillirez jamais. Vous avez de la chance, vous n'aurez jamais à lever la main sur personne car vous avez des yeux qui savent imposer leur volonté. Et puis le voilà en colère maintenant. Il se tient debout, tout droit comme une évidence. Françoise n'aimait pas du tout que celles qu'elle appelait les deux enjôleuses vinssent ainsi tenir conversation avec moi. Le directeur, qui faisait guetter par ses employés tout ce qui se passait, me fit même observer gravement qu'il n'était pas digne d'un client de causer avec des courrières. Moi qui trouvais les enjôleuses supérieures à toutes les clientes de l'hôtel, je me contentais de lui éclater de rire au nez, convaincu qu'il ne comprendrait pas mes explications. Et les deux sœurs revenaient. « Regarde, Marie, ces traits si fins. Oh, miniature parfaite, plus belle que la plus précieuse qu'on verrait sous une vitrine, car il a les mouvements et des paroles à l'écouter des jours et des nuits. » C'est miracle qu'une dame étrangère ait pu les emmener, car, sans savoir l'histoire ni la géographie, elle détestait de confiance les Anglais, les Allemands, les Russes, les Italiens, la vermine des étrangers, et n'aimait, avec des exceptions, que des Français. Leurs figures avaient tellement gardé l'humidité de la glaise malléable de leur rivière que, dès qu'on parlait d'un étranger qui était dans l'hôtel, pour répéter ce qu'il avait dit, Céleste et Marie appliquaient sur leur figure sa figure. Leur bouche devenait sa bouche, leurs yeux ses yeux. On aurait voulu garder ces admirables masques de théâtre. Céleste même, en faisant semblant de ne redire que ce qu'avait dit le directeur ou tel de mes amis, insérait dans son petit récit des propos fins où étaient peints malicieusement tous les défauts de Bloch ou du premier président, etc., sans en avoir l'air. C'était, sous la forme de compte rendu d'une simple commission, dont elle s'était obligeamment chargée, un portrait inimitable. Elle ne lisait jamais rien, pas même un journal. Un jour, pourtant, elles trouvèrent sur mon lit un volume. C'étaient des poèmes admirables mais obscurs de Saint Léger. Céleste lut quelques pages et me dit « Mais êtes-vous bien sûr que ce sont des vers? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des devinettes ?» Évidemment, pour une personne qui avait appris dans son enfance une seule poésie, « Ici-bas tous les lilas meurent », il y avait manque de transition. Je crois que leur obstination à ne rien apprendre tenait un peu à leur pays malsain. Elles étaient pourtant aussi douées qu'un poète, avec plus de modestie qu'ils n'en ont généralement. Car si Céleste avait dit quelque chose de remarquable, et que, ne me souvenant pas bien, je lui demandais de me le rappeler, elle assurait d'avoir oublié. Elles ne liront jamais de livres, mais n'en feront jamais non plus. Françoise fut assez impressionnée en apprenant que les deux frères de ces femmes, si simples, avaient épousé l'un la nièce de l'archevêque de Tours, l'autre une parente de l'évêque de Rodez. Au directeur, cela n'eût rien dit. Céleste reprochait quelquefois à son mari de ne pas la comprendre, et moi je m'étonnais qu'il pût la supporter. Car à certains moments, frémissante, furieuse, détruisant tout, elle était détestable. On prétend que le liquide salé qu'est notre sang n'est que la survivance intérieure de l'élément marin primitif. Je crois de même que Céleste, non seulement dans ses fureurs mais aussi dans ses heures de dépression, gardait le rythme des ruisseaux de son pays. Quand elle était épuisée, c'était à leur manière. Elle était vraiment à sec. Rien n'aurait pu alors la revivifier. Puis, tout d'un coup, la circulation reprenait dans son grand corps magnifique et léger. L'eau coulait dans la transparence opaline de sa peau bleuâtre. Elle souriait au soleil et devenait plus bleue encore. Dans ces moments-là, elle était vraiment Céleste.
La famille de Bloch avait beau n'avoir jamais soupçonné la raison pour laquelle son oncle ne déjeunait jamais à la maison, et avoir accepté cela dès le début comme une manie de vieux célibataire, peut-être pour les exigences d'une liaison avec quelque actrice, tout ce qui touchait à M. Nissim Bernard était tabou pour le directeur de l'hôtel de Balbec. Et voilà pourquoi, sans en avoir même référé à l'oncle, il n'avait finalement pas osé donner tort à la nièce, tout en lui recommandant quelque circonspection. Or, la jeune fille et son amie, qui, pendant quelques jours, s'étaient figuré être exclus du casino et du grand hôtel, voyant que tout s'arrangeait, furent heureuses de montrer à ceux des pères de famille qui les tenaient à l'écart qu'elles pouvaient impunément tout se permettre. Sans doute n'allèrent-elles pas jusqu'à renouveler la scène publique qui avait révolté tout le monde. Mais peu à peu, leurs façons reprirent insensiblement. Et un soir, où je sortais du casino à demi éteint avec Albertine et Bloch, que nous avions rencontrés, elles passèrent enlacées, ne cessant de s'embrasser, et, arrivées à notre hauteur, poussèrent des gloussements, des rires, des cris indécents. Bloch baissa les yeux pour ne pas avoir l'air de reconnaître sa sœur, et moi, j'étais torturée en pensant que ce langage particulier et atroce s'adressait peut-être à Albertine. Un autre incident fixa davantage encore mes préoccupations du côté de Gomorrhe. J'avais vu, sur la plage, une belle jeune femme élancée et pâle, de laquelle les yeux, autour de leur centre, disposaient des rayons si géométriquement lumineux qu'on pensait, devant son regard, à quelque constellation. Je songeais combien cette jeune femme était plus belle qu'Albertine, et comme il était plus sage de renoncer à l'autre. Tout au plus, le visage de cette belle jeune femme était-il passé au rabot invisible d'une grande bassesse de vie, de l'acceptation constante d'expédients vulgaires, si bien que ses yeux, plus nobles pourtant que le reste du visage, ne devaient rayonner que d'appétit et de désir. Or, le lendemain, cette jeune femme étant placée très loin de nous au casino, je vis qu'elle ne cessait de poser sur Albertine les feux alternés et tournants de ses regards. On eût dit qu'elle lui faisait des signes comme à l'aide d'un phare. Je souffrais que mon amie vît qu'on faisait si attention à elle. Je craignais que ces regards incessamment allumés n'eussent la signification conventionnelle d'un rendez-vous d'amour pour le lendemain. Qui sait, ce rendez-vous n'était peut-être pas le premier. La jeune femme aux yeux rayonnants avait pu venir une autre année à Balbec. C'était peut-être parce qu'Albertine avait déjà cédé à ses désirs ou à ceux d'une amie que celle-ci se permettait de lui adresser ces brillants signaux. Il faisait alors plus que réclamer quelque chose pour le présent, il s'autorisait pour cela des bonnes heures du passé. Ce rendez-vous, en ce cas, ne devait pas être le premier, mais la suite de parties faites ensemble d'autres années. Et en effet, les regards ne disaient pas « Veux-tu » ? Dès que la jeune femme avait aperçu Albertine, elle avait tourné tout à fait la tête et fait luire vers elle des regards chargés de mémoire, comme si elle avait eu peur et stupéfaction que mon amie ne se souvînt pas. Albertine, qui la voyait très bien, resta flegmatiquement immobile, de sorte que l'autre, avec le même genre de discrétion qu'un homme qui voit son ancienne maîtresse avec un autre amant, cessa de la regarder, de s'occuper plus d'elle que si elle n'avait pas existé. Mais quelques jours après, j'eus la preuve des goûts de cette jeune femme et aussi de la probabilité qu'elle avait connu Albertine autrefois. Souvent, quand, dans la salle du casino, deux jeunes filles se désiraient, il se produisait comme un phénomène lumineux, une sorte de traînée phosphorescente allant de l'une à l'autre. Disons en passant que c'est à l'aide de telles matérialisations, fussent-elles impondérables, par ces signes astraux enflammant toute une partie de l'atmosphère, que Gomorrhe, dispersée, tend dans chaque ville, dans chaque village, à rejoindre ses membres séparés, à reformer la cité biblique, tandis que, partout, les mêmes efforts sont poursuivis, fût-ce en vue d'une reconstruction intermittente,
par les nostalgiques, par les hypocrites, quelquefois par les courageux exilés de Sodome. Une fois je vis l'inconnu qu'Albertine avait eu l'air de ne pas reconnaître, juste à un moment où passait la cousine de Bloch. Les yeux de la jeune femme s'étoilèrent, mais on voyait bien qu'elle ne connaissait pas la demoiselle israélite. Elle la voyait pour la première fois, éprouvait un désir, guère de doute, nullement la même certitude qu'à l'égard d'Albertine. Albertine sur la camaraderie de qui elle avait dû tellement compter que, devant sa froideur, elle avait ressenti la surprise d'un étranger habitué de Paris, mais qui ne l'habite pas, et qui, étant revenu y passer quelques semaines, à la place du petit théâtre où il avait l'habitude de passer de bonnes soirées, voit qu'on a construit une banque. La cousine de Bloch alla s'asseoir à une table où elle regarda un magazine. Bientôt la jeune femme vint s'asseoir d'un air distrait à côté d'elle. Mais sous la table, on aurait pu voir bientôt se tourmenter leurs pieds, puis leurs jambes et leurs mains qui étaient confondues. Les paroles suivirent, la conversation s'engagea, et le naïf mari de la jeune femme, qui la cherchait partout, fut étonné de la trouver faisant des projets pour le soir même avec une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Sa femme lui présenta comme une amie d'enfance, la cousine de Bloch, sous un nom inintelligible, car elle avait oublié de lui demander comment elle s'appelait. Mais la présence du mari fit faire un pas de plus à leur intimité, car elles se tutoyèrent, s'étant connues au couvent, incident dont elles rirent fort plus tard, ainsi que du mari berné, avec une gaieté qui fut une occasion de nouvelles tendresses.